Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle affaire, l'affaire du petit Jonathan Coulombe. C'est l'une des affaires que vous avez choisies et qu'on m'a proposée en commentaire. Voilà. Donc je vous remercie pour la proposition. Si jamais effectivement vous avez d'autres propositions d'affaires, d'enquêtes criminelles... Oh. d'enquêtes criminelles à me proposer, n'hésitez pas à faire des suggestions en commentaire. Et comme d'habitude, vous aurez deux choix de vidéos à la fin. Donc n'hésitez pas à commenter et à rester jusqu'au bout. Le petit Jonathan habite à Orgeval. Son surnom c'est Titi ou Cowboy, voilà, par ses proches. Ses parents, Virginie et Stéphane, ont également 3 filles. Jonathan n'a pas été élevé par son père biologique mais par son beau-père du coup, et qu'il a élevé depuis presque tout petit. Donc pour lui c'est son vrai père, il le sait depuis qu'il a à peu près 7 ans. Et aujourd'hui, là où nous parlons de l'affaire, il a 10 ans. Jonathan est un petit garçon assez mince et frêle. Il mesure 1m40 pour seulement 30 kg. Il est assez timide et méfiant, mais c'est un très gentil garçon qui est de bon vouloir et qui sourit. L'année de ses 10 ans, lorsqu'il est en CM2, Jonathan a alors la possibilité de partir en classe. Alors je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est comme une classe de neige, sauf que là pour le coup du coup c'est dans une station balnéaire, mais donc de partir voir la mer pour la première fois, il ne l'a jamais vue, donc c'est vraiment une opportunité pour lui. Ses parents se font vraiment un plaisir de lui payer cette sortie avec ses copains, et puis lui il n'était pas vraiment chaud pour y aller parce qu'il sait que c'est une certaine somme d'argent qu'il faut que ses parents mettent sur la table, mais ses parents ont réussi 8 jours avant le départ à tout réunir et à lui permettre de partir. Le 31 mars 2004, il part donc en classe de mer avec ses copains, dans la station balnéaire de Saint-Brévin-les-Pins. La classe part pour une semaine de vacances. C'est vraiment, enfin moi je me souviens des classes de vacances quand on était tous ensemble, c'était, on était trop contents d'être avec les copains, de tous se retrouver sans les parents, et c'était comme une énorme pyjama party avec plein de monde, et donc c'était vraiment bonne ambiance. Donc tout le monde se répartit dans des chambres. Jonathan lui est avec 5 autres de ses camarades, ils sont tous ensemble. Titi est un petit peu la tête de turc on va dire de la classe, on le taquine souvent mais bon c'est plutôt bon enfant. Le 6 avril 2004 au soir, toute la classe fait une espèce de boom, donc tout le monde danse, il y a des... voilà, ils veillent, il y a une veillée, ils se rassemblent tous et tout le monde est très content, voilà, de se retrouver. Le petit Jonathan invite même une fille à sortir, malheureusement elle lui met un gros râteau apparemment, et malgré tout, il continue quand même à s'amuser. Il a un peu le seum parce que la fille a dansé avec d'autres garçons mais ne voulait pas danser avec lui. Ils se couchent tous aux alentours de 23 h. Donc tout le monde voilà, va se coucher tranquillement, se met dans son lit. Les surveillants font des rondes jusqu'à minuit et puis eux partent se coucher également. Dans le local juste à côté, il y a aussi des étudiants qui passent le BAFA, qui sont ensemble et qui font la fête, et puis on va dire que la fête s'éteint vers 2 h du matin. L'une des adultes, la conductrice de bus, va aux toilettes aux alentours de minuit et demi, 1 h du matin, et elle voit que la porte du dortoir des enfants est grande ouverte. Bon, elle s'alarme pas plus que ça, elle termine son affaire, elle ferme la porte et puis elle retourne se coucher. Le 7 avril 2004, aux alentours de 7 h du matin, toute la classe se réveille. Voilà, tout le monde va prendre le petit déjeuner, et puis la chambre où se trouve le petit Jonathan, tout le monde le cherche, ses camarades le cherchent et ils ne le trouvent pas. Donc ils partent déjeuner et ils préviennent directement les surveillants en leur disant que voilà, Jonathan il n'est pas dans sa chambre, ils l'ont pas trouvé ce matin, ils savent pas où il est. Du coup tout le monde se met à chercher, c'est-à-dire que tous les surveillants vont le chercher. Au début ils croient qu'il s'est caché pour faire une blague en fait, qu'il voulait faire son intéressant devant toute la classe, donc du coup ils pensent qu'il s'est caché. Tout le monde le cherche, ils hurlent, ses camarades crient également, tout le monde le cherche vraiment partout, et puis finalement c'est avec un grand désespoir que les surveillants appellent
le professeur qui lui-même appelle le directeur qui eux appelleront la police. Aux alentours de 8h30 du matin, la gendarmerie est prévenue et ils font tout pour arriver sur place. Ce ne sera qu'en début d'après-midi qu'on préviendra la famille de Jonathan, tout simplement parce que au début ils avaient l'espoir de le retrouver très rapidement et que ça soit que simplement un petit coup de chaud, une frayeur quoi. Au début des recherches, on privilégie aucune piste, c'est-à-dire qu'ils vont chercher que ce soit pour la fugue, l'enlèvement ou alors qu'il soit parti avec un proche, ils vont chercher de tous les côtés. On va chercher pour la fugue, donc on va regarder, on va voir que Jonathan était aussi, comme je vous l'ai dit, la petite tête de Turc, qui se faisait un petit peu martyriser par ses copains, mais c'était gentillet, mais ça pouvait quand même être assez dur en fait. Donc du coup, ils vont chercher par là pour savoir s'il n'est pas parti tout seul. Peut-être qu'il en avait marre et qu'il voulait rentrer chez lui. On va chercher de ce côté-là. Le problème, c'est que l'enfant est parti seulement avec son pyjama. Il n'avait rien aux pieds, il était pieds nus et il n'avait pas non plus pris son manteau. Aucune affaire. Donc c'est ça qui est assez bizarre quand même. Et bien quand ils ont été prévenus, les deux parents sont partis directement sur place à Saint-Brévin-les-Pins pour aider à chercher leur fils. La mère a pu constater que toutes les affaires qu'elle avait prises pour Jonathan étaient bien dans le sac et qu'il n'était parti avec absolument rien. On va aussi chercher du côté de son père biologique. Étant donné que le petit garçon savait qu'il avait été adopté, peut-être qu'il aurait pu partir avec son père biologique. Malheureusement, cette piste sera écartée très rapidement parce que le père biologique avait un alibi tout à fait solide. Pour le début des recherches, on cherche partout. On recherche dans tout Saint-Brévin, on va ratisser la zone, fouiller dans tous les sens. Emmener des chiens aussi qui vont renifler, mais rien. On trouve rien, absolument rien. Et c'est ça qui est désespérant aussi pour la famille, c'est qu'il n'y a aucun moyen de savoir ce qui s'est passé. Près du centre, donc il y a deux entrées. Il y a une petite entrée où on rentre pas par un chemin, mais par un endroit qui est très petit, où c'est facilement repérable de voir une voiture. Et de l'autre côté du centre, il y a une 4 voies qui passe, qui s'appelle la route bleue, si je ne me trompe pas. Et donc cette 4 voies, il y a énormément de passages. De ce côté-là, il y a aussi un portail qui était apparemment fermé, mais il y a aussi des grillages et le grillage était en mauvais état, mais en super mauvais état, c'est-à-dire que vous avez des trous de la taille d'un footballeur dedans quoi, limite. Le kidnappeur a pu passer n'importe comment dans le grillage, il y avait une grande possibilité que ce soit comme ça qu'il soit rentré. Et ce qu'il faut savoir, c'est que bien des années auparavant, il y a eu des enfants qui se sont plaints d'avoir eu des attouchements durant la nuit dans ce camp. Il y a déjà une personne qui s'est introduite dans le centre pour faire subir des attouchements à des enfants. Donc, on sait que le centre n'est pas sécurisé. Ce qu'il faut savoir également, c'est que les portes vitrées qui étaient en face des chambres des enfants n'étaient pas fermées à clé pour une question de sécurité incendie. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas les fermer à clé pour que les enfants, si jamais il y a un incendie ou quoi que ce soit, puissent sortir rapidement dehors. Ce qui est aussi fou, c'est que la porte de la chambre des enfants, notamment celle de Jonathan, ne fermait pas. C'est-à-dire que, si elle fermait, mais il n'y avait pas de poignée à l'intérieur. Donc il était interdit de fermer les portes des chambres des enfants du moment qu'il y avait quelqu'un dedans. C'est-à-dire que vous avez, d'une partie, vous avez donc la poignée à l'extérieur, mais il n'y a pas de poignée à l'intérieur. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est close, on ne peut plus ouvrir la porte de l'intérieur. C'est quand même fou que cet homme ait réussi donc à enlever un enfant dans la nuit sans rien devant 5 autres de ses camarades, puisque je le rappelle, il était dans une chambre avec d'autres enfants. En fait, c'est fou oui et non, puisqu'on peut partir du principe que l'enfant a été enlevé lorsqu'il dormait, donc là il n'a fait aucun bruit, ou alors il était aussi sous la menace de quelque chose et dans ces cas-là il n'a pu faire aucun bruit. Au moment où on a bouclé toute la zone, ils ont également établi des prélèvements dans la chambre notamment de Jonathan. Et ils ont fait plein de prélèvements dans son lit et ils ont retrouvé une minime trace de sang qui appartient, on ne sait pas à qui. Donc on va rechercher l'ADN à qui il appartient pour savoir si c'est le meurtrier. Après ça veut rien dire, ça peut être n'importe qui. Mais il va y avoir un grand travail d'investigation par rapport à ça pour savoir à qui appartient cet ADN et pendant longtemps, ça sera la seule preuve à laquelle pourront se raccrocher les parents. Bien des années après, en avril 2008, on apprendra que c'est finalement l'ADN d'un des autres enfants qui a été dans ce centre. Donc
la piste est totalement écartée. Alors là, je reviens en arrière. Pendant 6 semaines, on n'a pas de nouvelles de Jonathan. On n'a pas de nouvelles de Jonathan, on n'a pas de nouvelles de son kidnappeur, on n'a rien. Et les parents sont toujours dans l'attente, sont toujours en train de le chercher sur place. On retrouvera finalement le corps du petit Jonathan 6 semaines après son enlèvement dans l'une des propriétés à proximité, enfin dans l'une des villes à proximité, dans un étang qui flottait. Les habitants de la propriété disent que ça fait apparemment 2 semaines qu'ils voient une masse qui flotte. Mais en fait, vu qu'il était de l'autre côté, de là où ils vont pas, ils n'ont pas vraiment cherché à savoir ce que c'était. Ça aurait pu être un animal mort, ça aurait pu être un amas de feuilles, enfin ils n'ont pas regardé ce que c'était. On retrouve le petit Jonathan en position fétale, attaché au cou, aux mains et aux pieds. Ce qui est bizarre aussi ici, c'est que l'étang était tout à fait devant les fenêtres d'un manoir et que si vous voulez, malgré qu'il fasse nuit et qu'il fasse très sombre, on aurait pu de la fenêtre apercevoir quelque chose peut-être. Après c'est vrai qu'il y avait quand même des fourrés et si vous voulez, c'était un endroit assez reculé. Les enquêteurs partiront du coup du principe vraiment que la personne connaissait les lieux parce que l'étang n'était pas visible de la route. Il était à peine visible même du manoir de la propriété où il y avait des visiteurs certes, mais il était très peu visible. Il n'y avait qu'un petit endroit avec des friches où on pouvait passer pour s'y rendre sans se faire voir de personne, mais c'est vrai qu'il fallait percuter qu'en fait il fallait aller dedans. L'étang est à peine à 20 minutes du centre. Cependant, à ce moment-là, le corps se fait examiner. On apprend donc, avec l'élimination des autres possibilités, que le petit garçon a été étouffé, étranglé. Il n'a pas de commotion ou de marque. Malheureusement, après plus de 2 semaines submergé, c'est très compliqué de savoir de quoi il est mort et surtout quand est-ce qu'il est mort. Donc, avec le passage des insectes sur le corps, on va essayer de déterminer la date approximative de la décomposition, donc de la mort. C'est une science qui est vraiment très très approximative. Et à ce moment-là, du coup, les enquêteurs disent que c'est quasiment obligé qu'en fait, il soit pas mort tout de suite, mais 1 mois après son enlèvement. À ce moment-là, ça change tout. Jonathan n'est pas mort le soir de son enlèvement, mais il est mort 1 mois après. Ça veut dire que la personne était quasiment forcément du coin, puisqu'il a été séquestré pendant 1 mois. Donc le corps a été immergé et le petit garçon a été tué aux alentours du 7 ou 8 mai. 3 ans plus tard, donc en mars 2007, le dossier du petit Jonathan va être transmis à l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. C'est un endroit qui recense en fait... après je sais pas, dites-moi si je me trompe en commentaire, il n'y a pas de souci, mais c'est un endroit en fait qui recense plusieurs dossiers. Généralement c'est plusieurs années ou plusieurs mois après que les recherches criminelles aient commencé. En fait eux ils récupèrent les dossiers et ils refont tout en fait. Ils repartent de zéro pour tout décortiquer, pour essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose qui est passé à la trappe. Et ici on va apprendre quelque chose de capital. Après avoir fait des recherches à partir de tout ce qui a été dit sur le corps de Jonathan, on se rend compte qu'en fait le corps a pu être immergé le jour de son enlèvement. Et ça change toute la donne. Ça veut dire que malgré qu'il soit allé dans un étang qui était très reculé, eh ben, il a pu être tué par une personne qui n'était pas du tout du coin, puisqu'il n'a pas forcément été kidnappé pendant 1 mois. Et ça, c'est vraiment... ça remet tout en question en fait. Passons maintenant à une autre piste. Alors celle-là, ça va être... je vous la fais en entier parce que je trouve ça plus simple. Mais en fait, elle a été mise sur le tapis vraiment quelques semaines après l'enlèvement de Jonathan. Et puis finalement, on n'y a pas cru et on y est revenu. Et là, très récemment, il y a beaucoup de faits qui ont été remis ensemble. Maintenant, on va passer à une autre piste de l'affaire du petit Jonathan, dont à mon avis, vous avez entendu parler. Après, je ne sais pas si vous en avez entendu parler avec les nouvelles récentes, parce que du coup, il y a des choses qui ne sont pas encore très claires, parce qu'il y a des choses qui sont passées là très récemment. On va revenir au 22 avril 2004. Les policiers français reçoivent la visite des policiers allemands qui viennent parce qu'en fait, ils se rendent compte que tout ce qui a été transmis par rapport à l'affaire du petit Jonathan quand il y a eu l'alerte, et ben ça ressemble vraiment beaucoup à une des affaires qu'ils ont en ce moment, c'est l'affaire de l'homme en noir. C'est-à-dire que c'est un homme qui s'introduit dans des camps de vacances, des endroits où il y a des
des petits enfants qui sont en vacances en fait. C'est introduit pour les kidnapper et ensuite il les tue. En effet, un petit garçon nommé Denis a été enlevé lorsqu'il dormait dans le dortoir avec ses amis. Il a été retrouvé quelques jours plus tard mort. Lui aussi avait été enlevé en pyjama. Dans le même dortoir, il y a également eu des plaintes pour attouchement. Ça vous rappelle pas quelque chose? Ouais, moi aussi quand j'ai vu cette piste, je me suis dit mais c'est obligé que ça soit ça. Ce qu'il faut savoir également, c'est que ça n'est pas le seul petit garçon qui a disparu dans une des zones balnéaires en Allemagne. Il y a eu d'autres cas avec d'autres petits garçons qui ont disparu et pareil, qui ont été retrouvés dans les mêmes circonstances. Au moment où cette piste a été émise de la part des policiers allemands pour les policiers français, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà on ne connaissait pas l'identité de l'homme en noir et qu'en plus, on partait du principe que Jonathan avait été enlevé pendant un mois. Il avait été séquestré avant d'être tué. Ça a duré plusieurs années qu'on croit ça. Donc forcément, le parallèle avec l'homme en noir était impossible puisque l'homme en noir, il tue par pulsion. Donc on ne pouvait pas faire le parallèle avec Jonathan. C'était en plus un cas qui était très loin en Allemagne, malgré que ça soit également dans une zone balnéaire, c'était quand même en France. Donc voilà, il y a des choses qui ne collaient pas. Mais récemment, on a arrêté l'homme en noir. Enfin récemment, je dis ça, il y a eu quelques années quand même. Mais l'homme en noir a été arrêté. Il s'appelle Martin Ney, il est actuellement en prison. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à son arrestation, il a totalement nié l'implication dans l'enlèvement et la mort de Jonathan. Donc là, les policiers français qui croyaient avoir retrouvé une piste se sont retrouvés pareil. Ils ont été repartis à zéro. Cependant, en 2018, Martin Ney avoue à son codétenu qu'il a bien enlevé le petit Jonathan et tué. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas tout. C'est que Martin a donné des informations à son codétenu que seules les personnes qui étaient sur l'enquête savent. C'est-à-dire que le grand public n'est pas au courant de ces détails. C'est un nouveau revirement pour l'enquête de Jonathan. C'est là qu'il lance un énorme appel à témoins pour savoir si une personne n'a pas retrouvé un sac en cuir avec des informations compromettantes de Martin Ney dedans, puisqu'il aurait confié également à son codétenu qu'il a laissé sur place un sac avec des informations personnelles dedans qui pourraient en fait l'incriminer pour le crime. Tout repart en fait. Il faut chercher ce sac, il faut savoir si c'est lui qui a laissé ce sac ou s'il l'a dit juste pour une espèce de notoriété morbide en prison. Alors 2018-2020, il y a 2 ans qui se sont passés. Je suppose qu'ils ont énormément cherché ce sac en cuir, mais du coup à la suite de ces recherches, je pense qu'il n'y a pas eu de trouvailles ou quoi que ce soit. Donc en 2020, début 2020, ils étaient censés faire venir Martin Ney en France afin qu'il puisse être réinterrogé et qu'on puisse obtenir de lui des informations vraiment cruciales pour savoir si c'est lui qui a tué le petit Jonathan. Malheureusement, ça n'a pas pu avoir lieu à cause de la crise sanitaire, ce que je pense que vous connaissez, hein, bonjour le corona, et du coup, il n'a pas pu venir en France alors. Bon, re-salut. Je tourne juste cette vidéo un peu pour combler la première que j'ai faite. Parce que si vous voulez, l'affaire du petit Jonathan a avancé. Bon, tenez pas compte du décor, c'est un décor, je vous spoil pas, c'est un décor d'une future vidéo. Je retourne donc à la fin de cette vidéo que j'avais terminée, mais comme je l'ai dit, genre quand j'ai terminé, j'étais sûre qu'il allait avoir des nouvelles infos, puisque c'était normalement censé arriver l'année dernière, mais à cause de ce fichu confinement, on n'a pas eu le dernier mot. Il a donc été extradé le 22 janvier, donc on va l'entendre vraiment très rapidement sur le sujet de Jonathan. J'espère qu'on va avoir plus d'informations, j'espère qu'il va dire ce qui s'est passé. Donc c'est pour ça là que je vous retourne ça, c'est parce que très probablement qu'on aura beaucoup plus d'informations par la suite. Du coup, cette vidéo, je la retournerai peut-être avec la partie plus courte sur tout ce qui s'est passé. Et puis, si on a plus d'informations sur ses aveux, je vous referai la totalité de la vidéo. Comment ça s'est passé, comment lui, il a dit que ça s'était passé, si c'est réellement lui le meurtrier. Je sais pas, je suis mitigée par rapport à ça. Je trouve ça un petit peu gros, je trouve ça bizarre que ça soit le seul enfant français qu'il ait tué.
alors qu'il a tué que des enfants allemands puisqu'il était en Allemagne. Enfin, c'est un peu bizarre, mais je vous tiendrai au courant. Il se peut que je fasse une petite vidéo qui comble celle-là aussi pour vous donner la suite, puisqu'il est censé être interrogé le 22 janvier, je crois, si je ne me trompe pas. Et du coup, je viens aussi pour vous faire les suggestions de la semaine prochaine, soit les combustions spontanées dont on m'a demandé de parler. Je vais parler d'une affaire bien spécifique des combustions spontanées et on va étudier un petit peu comment ça survient et voilà. Voilà, bon, je vous spoile pas, bref, on parlera des combustions spontanées. Soit je vous propose de parler de Robert Andrew Berdella, qui est en fait un tueur en série qui a sévi aux États-Unis. Alors je sais qu'on parle pas trop des États-Unis sur ma chaîne, j'aime pas trop parler des tueurs là-bas parce qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui exploitent ce sujet, mais il se trouve que c'est un tueur dont on ne parle pas sur le YouTube français. Donc ça pourrait être cool de vous en parler. N'hésitez pas à venir me faire de nouvelles suggestions en commentaire, j'en tiens compte. Et il se trouve que je prépare quelques petits trucs, donc n'hésitez pas à me faire d'autres suggestions pour que j'ai d'autres idées. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye!